Donc, on revient au texte. Donc aujourd'hui je laisse la partie d'histoire externe à la fin si on en aura le temps, sinon on la reprendra la semaine prochaine. Alors, on était resté au commentaire de la chanson de Roland. Donc, là aussi on va rapidement, on avait déjà souligné la présence de certains éléments la dernière fois. Aujourd'hui, on continue, toujours la première laisse, à souligner d'autres éléments particuliers. Alors, parmi les éléments qu'on avait déjà mis en évidence, je crois, il y a la vénalisation du C devant A, qui est un phénomène typique de l'anglo-normand et en tout cas de tous les dialectes du Nord, comme on verra. Donc ça, c'est un phénomène qu'on avait déjà vu. Mais là, dans cette page, vous pouvez voir aussi d'autres phénomènes. Par exemple, seigneurs. Seigneurs, qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord, l'interruption de l'évolution au premier degré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas EU comme en français moderne, mais qui correspond aussi au français médiéval. Donc il n'y a pas une diphtongaison poussée. Non seulement il n'y a pas une diphtongaison poussée, mais il y a une modification graphique. En principe, là, on devrait écrire ce mot seniors, OU. Mais l'anglais assimile ce OU à un U, qui ne doit pas être prononcé U, mais OU. Donc c'est encore un trait graphique typique de l'anglo-normand, mais qui atteste tout de même la conservation de la diphtongue archaïque. Donc on n'a pas l'évolution jusqu'à seigneur. Et puis, d'autres éléments, pas tout à fait phonétiques, mais aussi en partie phonétiques, ce sont les phénomènes qui concernent Joe et Sue. Là aussi, Joe est le pronom personnel de première personne qui est typique. En principe, on doit le prononcer jou, typique de l'anglo-normand. Ainsi que le possessif souhait, là aussi le U ne doit pas être prononcé U, mais c'est une graphie typique de l'anglo-normand pour composer cette forme du possessif. Dans la fiche suivante, je vous laisse regarder, parce qu'il y a un phénomène qu'on connaît bien, dont je vous montre plusieurs exemples. Carget, carrier, sont tous des exemples de maintien de la vélaire devant A. En français, vous avez toujours la palatalisation là, charger, char, charrier, ça serait. Donc 3 exemples consécutifs de conservation du C vélaire. Mais il y a aussi un autre élément important qui est encore une fois une caractéristique de l'anglo-normand. Est-ce que vous arrivez à l'identifier? D'ailleurs, si vous avez remarqué d'autres phénomènes, vous pouvez me le dire, comme ça on peut voir aussi. C'est la raison pour laquelle je vous demande de voir à l'avance mes textes, parce que parfois vous pouvez vous-même constater, moi je ne veux pas faire un commentaire de tous les mots de chaque mot, parce qu'évidemment ça serait trop long. Alors, le phénomène qu'on voit dans ces vers est le phénomène de réduction de la diphtongue ien. On le voit 2 fois. Ici, dans chevalier, sans le i, et ici, bas à la place de bien, à cause aussi de l'influence de la nasale. Donc, c'est un autre phénomène typique de l'anglo-normand. La réduction de la diphtongue IE. Donc elle peut intervenir devant une nasale, devant une palatale, comme on voit dans la fiche suivante. On a men, mien, possessif, encore une fois, devant une nasale, mais elle peut intervenir également devant une palatale. Melt, ça serait miez, mieux. Avec le L palatal
qui provoque cette réduction. Oui? Chevalier, c'est aussi un exemple devant une palatale? Non, chevalier, c'est un exemple particulier, mais toujours de réduction de la même diphtongue. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis comme premier exemple. En fait, oui, en réalité, on pourrait toujours le justifier comme un phénomène de palatalisation, mais pas comme mieux, parce que dans ce cas, le problème est le fait que c'est le i français qui est dû à la palatalisation. D'accord? Donc en principe, s'il n'y avait pas de palatalisation, il n'y aurait pas de diphtongue en français. Et l'anglo-normand étant peu sensible à ce phénomène de palatalisation, évite la palatalisation, évite la diphtongaison. Vous avez une question? Non? D'autres questions? L'autre phénomène qu'on voit ici, c'est veut, troisième personne du verbe vouloir. Vous voyez la graphie, encore une fois, c'est une graphie conservative, sans diphtongaison, archaïque, typique de l'anglo-normand. Donc on peut dire que d'une certaine manière, l'anglo-normand, par rapport au français standard, a une tendance plus conservative. Donc il s'arrête à une évolution primaire de la langue. Alors, il y aurait beaucoup d'autres textes médiévaux dans le dossier. Je ne vais pas tous les commenter, c'est impossible, bien entendu. Je vous mettrai dans le PowerPoint une série de fiches de présentation simple des textes avec les données fondamentaux du texte, mais je vous laisse le soin de lire et de trouver éventuellement des phénomènes intéressants dans ce texte. Donc, avant de passer à la partie du moyen français, je m'arrête seulement sur un dernier texte qui est Aucassin et Nicolette, et cela pour vous montrer une évolution de type picard cette fois, c'est-à-dire du nord de la France. En fait, Aucassin et Nicolette est un texte qui a été composé entre la fin du XIIe et le début, la moitié, disons plutôt, du XIIIe siècle. C'est un texte très spécial parce qu'il est le seul représentant d'un genre littéraire qui s'appelle chante-fable, dans laquelle on fait alterner des contes en prose et des passages en vers avec musique, donc chantés. Il y avait alternance de prose récitée et de vers chantés, comme vous pouvez voir d'ailleurs à partir du manuscrit. Vous voyez qu'il y a une insertion de vers avec une mélodie notée, là aussi. Il y a un seul manuscrit qui conserve le texte d'Aucassin et Nicolette, c'est le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France 2168. Comme je vous ai dit, du point de vue métrique, il s'agit de prose, mais avec des vers insérés. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est un texte qui a une forte coloration picarde. Alors, je passe à la première fiche du texte et je vous demande si vous avez remarqué quelque chose. Vous verrez qu'il y a des traits qui sont communs avec l'anglo-normand. Je vous avais déjà dit que, en fait, l'anglo-normand partage certains traits typiques du français du Nord. Mais là, puisque c'est un texte picard pur, entre guillemets, et assez récent, 13e siècle en principe, on voit la réalisation de l'évolution picarde un peu plus poussée, donc avec des éléments qu'on ne trouve pas en anglo-normand, notamment on ne trouve pas dans la chanson de Roland, qui est un texte plus ancien. Est-ce que vous... Oui? Pour Cardine, le jardin, oui. Le G n'a pas encore palatalisé, et donc... Le premier ou le deuxième? Le premier, oui. Oui.
juste. Alors ça c'est un trait qu'on a vu déjà aussi en anglo-normand, mais en effet, le picard a aussi ce phénomène de maintien de la consonne vélaire C ou G devant A. Et le deuxième G, comment vous l'expliquez? Et peut-être dans une position forte, donc il est resté. En réalité, ce n'est même pas étymologique. C'est-à-dire que ça n'existait pas en latin. Donc on ne peut pas dire que c'est une position forte parce que c'est une consonne qui n'existait pas en latin. Non, il y a vraiment, là c'est la conséquence, cette graphie, c'est la conséquence d'une modification phonétique, d'une prononciation vélarisée de la nasalisation finale que vous trouvez encore aujourd'hui au niveau graphique en Angleterre. Les gérondifs anglais conservent encore ce G final qui correspond à une prononciation vélarisée qui n'était pas typique du français standard. Et au niveau phonétique, vous le trouvez toujours dans la France du Sud. En France du Sud, les mots qui se terminent de cette manière ont tendance à être prononcés de manière vélarisée, un peu vélarisée. Donc c'est vraiment un phénomène purement phonétique qui a des influences sur la graphie. Ça va, peut-être on arrive à tout faire. Oui. Il vient simplement de l'expression d'une prononciation qui avait évolué. Pour exprimer cette vélarisation, on ajoute un G qui est une consonne vélaire. Voilà. Mais en même temps, il y a deux graphies qui coexistent, parce qu'il y a aussi le tauron. Oui, tout à fait. Mais c'est une preuve encore plus du fait que ce n'est pas quelque chose de graphique stable, mais c'est simplement la manière dans laquelle on traduit une prononciation. On sait bien en principe que le mot doit s'écrire comme ça, mais puisque la prononciation peut avoir un effet, dans certains cas, on rend aussi cette vélarisation. Mais ça, c'est un phénomène qu'on trouve toujours en français médiéval. C'est ce que je vous ai dit, la difficulté du français médiéval, c'est qu'on a plusieurs manières d'écrire un même mot. La graphie n'est pas stabilisée encore. C'est seulement avec l'imprimerie qu'on arrivera à une stabilisation de la graphie, plus ou moins. Après, on verra, parce que c'est un parcours qui est assez long. D'autres choses que vous avez remarquées dans ce texte? Oui? Peut-être les deux premiers enjeux, la Cambrai et Co, il n'y a pas eu le changement du C en Ch devant le A. Oui, ça c'est toujours le même phénomène, oui, tout à fait. Toujours le même phénomène de vélarisation. C'est chambre et chaud. Je vous fais remarquer une chose, d'ailleurs. Ce C devant E est une manière de rendre, c'est pas le centre, c'est le verbe chanter. Donc, on doit supposer non seulement qu'il y a une palatalisation du A, mais que ce C est une graphie pour indiquer la consonne vélaire. Je ne peux pas imaginer ce mot prononcé center. On devrait le prononcer quinter, donc avec un C vélaire. Cela signifie que, dans certains cas, en picard, le C tout simple, même devant voyelle palatale, indique la prononciation vélaire. Voilà une autre difficulté qui s'ajoute. L'ivienne, c'est un autre phénomène typique du picard, c'est-à-dire la tendance à utiliser un déterminant masculin avec les substantifs féminins. C'est la vieille.
C'est un peu le même phénomène qu'on trouve dans C vesture, dans ce cas le déterminant étant un possessif. Mais encore une fois, on a une forme masculine avec un substantif féminin qui est vesture. D'ailleurs, vesture atteste également une évolution qui est l'élimination précoce par rapport au reste du français du E en hiatus, qui s'était affaibli. En français médiéval, on trouve plus souvent la graphie vesture, avec ce E faible, qui a tendance à disparaître et qui, en picard, a déjà disparu à cette époque. Je crois qu'on a plus ou moins tout vu. Ah oui, non, il y a encore Riemann Reuth. Là, c'est un autre phénomène intéressant. C'est un phénomène dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la tendance à introduire des consonnes de transition. En fait, en français standard, ce mot qui est un conditionnel, vous le trouvez écrit remandrouet avec un D. Alors, le picard a cette caractéristique, il n'utilise pas les consonnes de transition. Je passe à la deuxième fiche. Laissons tomber les éléments qu'on connaît bien. Là, c'est cheveux. Hein. C'est cheveux avec, comme d'habitude, le C polarisé. Ce qui est intéressant, si jamais, c'est l'évolution de la partie finale. Cette ouverture Yaus est typique du Picard et du Nord en général. Est-ce que vous constatez d'autres choses? D'autres phénomènes? On peut, oui. Il y a aussi l'apparition des accents. Non, dans le sens que là, c'est toujours l'éditeur moderne qui ajoute les accents. Dans les manuscrits, non, vous ne les avez pas. On parlera des accents et de leur apparition le moment venu, mais là, non, évidemment, vous les voyez, mais c'est toujours l'action de l'éditeur moderne, pas dans les manuscrits. Bon, on peut éliminer donc déjà le phénomène Marguerite. Encore une fois, on voit que le G devant E, avant c'était le C, maintenant c'est le G, mais là doit être vélaire. Et donc, encore une fois, on voit que parfois il suffit d'un simple G pour indiquer le son vélaire. Oui? Je ne comprends pas tout à l'heure pour le gant, au milieu, en jeu. Où ça? Au milieu du texte, en jeu. Ça? Par rapport à, je ne sais pas si c'est l'orthographe de base, mais par rapport à tout ce qu'on a dit avec M et M, mais M qui s'associe. Oui, alors là, il y a une question. Bon, au-delà du G initial, ça c'est clair, n'est-ce pas? C'est toujours la forme vélaire, hein, donc c'est gambe à la place de jambe. Mais là, je ne vous ai pas dit, mais il y avait des exemples aussi dans la première fiche. L'emploi des nasales est un peu différent en picard. C'est-à-dire que le français standard a tendance à utiliser la nasale qui a un trait commun avec la consonne qui suit. Donc, puisque le B est labial, le M est la nasale labiale, et donc on utilise M avec B. Le picard, non. C'est peut-être la même raison qui évite, pour lesquelles les picards évitent justement d'introduire la consonne de transition. Ils n'ont pas besoin de ça, probablement. C'est difficile, on n'a pas d'explication. Mais c'est vrai, c'est en tout cas un emploi des nasales qui ne correspond pas à la nature de la prononciation. D'autres choses? Alors il y a aussi litos, encore une fois, la tour. Hein? Donc encore une fois, déterminant masculin avec mot féminin. Nous avons d'autres phénomènes. Les piliers, donc encore une fois, réduction de la diphtongue. Je ne vais pas tout commenter, mais une chose qui mérite, si vous n'avez pas d'autres observations, une chose qui mérite d'être soulignée, qu'on a déjà vu dans l'anglais, hein, c'est cette graphie-là.
SC. Cela, c'est probablement la manifestation d'une prononciation typique du Nord qui avait tendance à prononcer ces lettres ch, ishi, à la place de ici. Peuchier. On avait déjà vu ce phénomène dans certains mots anglais qui conservent probablement la prononciation de l'ancien français. Pousser, push. Donc ce ch de l'anglais actuel correspond probablement à la prononciation qui était typique du Nord, même vraisemblablement en picard, comme on voit à partir de ces graphiques. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Liu, lius, lieu, c'est encore une fois une preuve de la tendance à la simplification des diphtongues. Alors, dans certains cas, on élimine le i. Dans ce cas, puisque c'est une triphtongue, il y a 3 voyelles qui se suivent, c'est plutôt le e qui est sacrifié. Bon, si vous n'avez pas toute observation, pour moi ça va. Évidemment, on n'a pas tout dit, hein, mais encore une fois, on est obligé d'être très synthétique dans nos commentaires. Mais si vous avez des phénomènes que vous avez remarqués ou qui vous intéressent, vous pouvez poser la question. Alors, je vous dis d'ores et déjà, pour la prochaine fois, regardez les textes du moyen français. Alors, je ne me souviens plus les chiffres de ces textes, mais ce sont les textes de la fin du Moyen-Âge, donc 14e, 15e siècle. Il y en a 2, 3, je pense. Alors, dernière chose, un mot sur le roman de la Rose. On ne va pas faire de commentaires linguistiques là, mais je vais juste introduire ce texte qui est, comme vous savez probablement, c'est le texte français médiéval qui compte le plus grand nombre de manuscrits après la Bible. Cela, c'est pour vous dire le succès énorme que ce texte a eu pendant le Moyen-Âge. Un texte composé vers la fin, la dernière décennie, le dernier quart, pour ainsi dire, du XIIIe siècle, qui est une continuation encyclopédique d'un roman qui avait été commencé beaucoup plus tôt par un autre auteur, Guillaume de Loris, mais qui a été continué justement par Jean Demain avec une interprétation allégorique poussée et une tendance encyclopédique. Donc c'est vraiment un texte dans lequel on trouve un peu tout le résumé de tout le savoir. Là, évidemment, comme je vous ai dit, il n'y a pas un seul manuscrit, il y a beaucoup de manuscrits. Je vous donne seulement la référence du manuscrit que vous avez dans l'image, qui est un des manuscrits les plus importants, mais pas peut-être le seul, évidemment. C'est un texte qui, encore comme les textes anciens, est écrit un couple d'octosyllabes à rime plate. Donc c'est un maître qui est encore assez ancien. Tous les romans antiques sont composés en octosyllabes, un couplet d'octosyllabes. Dans ce cas, on a affaire avec un texte qui correspond à peu près au français standard, avec une toute petite coloration orléanaise, mais qui n'est pas très différente par rapport au français parisien. Donc on peut dire que le roman de la Rose est un texte qui nous témoigne le français parisien. Comme vous voyez, on est de toute façon déjà à une époque assez tardive. La raison pour laquelle je vous parle ici du roman de la Rose est que ce qui m'intéressait, je vous avais parlé dans une des séances précédentes, dans la partie d'histoire externe, du fait que le roman de la Rose atteste la pénétration de la langue littéraire aussi du langage courant, du langage commun, y compris certains mots qu'on d'habitude on n'utilisait pas. Certains mots grivois, certains mots... C'est pour dire l'expansion du lexique littéraire du français écrit. Et là, c'est justement un extrait qui montre précisément cette pénétration avec une sorte de prétérition, parce que il y a une discussion, il y a quelqu'un qui dit ces mots-là, vous ne devriez pas les prononcer, parce que ce ne sont pas des mots qui
qui peuvent être prononcés par une femme. Et il y a, par contre, la défense du fait, là c'est aussi une question philosophique, si vous voulez, hein. C'est la position qu'on appelle le nominalisme. C'est-à-dire, on utilise ces mots, certains mots, parce que, on peut lire la traduction si vous voulez, hein. Donc de toute façon, même s'il y a des mots qui ne sont pas convenants, c'est pas grave. En outre, je ne vous tiens pas pour courtoise, c'est l'accusation, puisque vous avez tout à l'heure prononcé le mot couille, qui n'est pas très recommandé dans la bouche d'une courtoise jeune fille. Vous, qui êtes si sage et si belle, je ne sais comment vous avez osé dire ce nom, ou du moins pourquoi vous ne l'avez pas glosé, en usant d'un terme courtois, ainsi que fait une honnête femme. Souvent, je vois même les nourrices, dont beaucoup sont niaises et hardies en parole, nommer la chose autrement, nommer la chose. Vous voyez, cette tendance-là. Quand elles tiennent et baignent leur enfant et qu'elles le comblent de caresses. Il y a une réponse, vous pouvez aller la voir, et c'est une réponse dans laquelle la dame en question soutient le fait qu'il faut donner le nom approprié aux choses. C'est-à-dire que si Dieu a permis, pour ainsi dire, de créer une chose et de lui donner un nom, on ne voit pas pourquoi on ne doit pas utiliser ce nom pour la chose qui a été créée par Dieu. Mais je vous laisse voir, c'est la seule raison pour laquelle je voulais vous montrer cet extrait du roman de la Rose. Cela dit, on a fini aussi avec la partie textuelle, donc on peut revenir tout brièvement sur l'histoire externe pour terminer cette séance. Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, comme je vous ai dit, on est arrivé à la fin de la partie consacrée au Moyen-Âge et on doit aborder la période qu'on appelle le Moyen français. Donc c'est la partie des 2 derniers siècles du Moyen-Âge, en principe, 14e et 15e, à partir surtout du milieu du 14e, qui est très différent du point de vue linguistique par rapport à la période qui précède, déjà parce que on constate un ralentissement assez important de l'évolution phonétique. Comme je vous ai dit, l'évolution phonétique s'arrête à une bonne substance. Mais de l'autre côté, on assiste à une révolution lexicale en français. Le lexique du français change énormément. Pourquoi? Alors, pour encadrer la question d'un point de vue historique, il faut tenir compte qu'il s'agit de la période de Charles V, surtout du roi Charles V. En tout cas, le début, pour ainsi dire, de la période qu'on appelle le Moyen français coïncide avec le règne de Charles V, qui a une passion littéraire et libraire très importante, partagée, entre autres, avec son frère, le duc Jean de Berry, qui avait une bibliothèque extraordinaire, qui était quelqu'un qui cultivait réellement la culture. Et le premier effet de l'action de ce couple royal, disons, Charles V et son frère Jean de Berry, est le fait qu'on commence à demander la reproduction, la réécriture de beaucoup de textes latins. Donc on a une nouvelle attention sur la langue latine d'un côté, et de l'autre côté, une demande toujours plus grande de traduction du latin en français, de certains textes classiques, notamment des textes philosophiques, des textes logiques, les textes d'Aristote notamment, etc. Cette opération culturelle subit probablement aussi l'influence de ce qu'on appelle la Renaissance italienne. Si l'Italie, jusqu'au XIVe siècle, est en retard par rapport à la France du point de vue du développement linguistique et littéraire, et subit l'influence de la France pendant tout le Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, il y a par contre une accélération importante. Ce sont les humanistes italiens
qui commence à redécouvrir les textes latins, à essayer de restaurer la pureté de la langue latine. Et c'est à la suite de cette redécouverte italienne que le français et certains milieux, certains contextes français commencent aussi à redécouvrir l'intérêt et la beauté du latin. Donc, c'est dans cette période qu'on assiste à l'activité d'un bon nombre de traducteurs, de personnages de culture qui traduisent des textes du latin au français. Par exemple, on a, pour nommer seulement les traductions les plus importantes et les plus influentes, on a la traduction de Végès faite par Jean de Vignay, un de ses traducteurs, la traduction de l'historien Tite-Live de toute l'histoire de Tite-Live, qui est un texte énorme, un ouvrage énorme, par Pierre Bersuire, un autre traducteur, et par contre, du côté philosophique, tout le travail de Nicole Orem sur les textes d'Aristote. Quelle est la conséquence du point de vue de l'histoire de la langue de cette nouvelle vague, nouvelle mode de redécouverte du latin, de traduction, etc. Eh bien, la conséquence est justement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que pour se rapprocher de la pureté du latin, donc on commence à théoriser aussi, même si la théorisation deviendra de plus en plus fréquente à partir du XVIe siècle. On le verra dans les prochaines séances. Mais déjà à cette époque, on commence en partie à théoriser le fait qu'il faut imiter le français pour être une langue de culture, doit imiter le latin, aussi du point de vue graphique. D'où l'effet qu'on voit de réintroduction, de relatinisation graphique et lexicale du français. C'est à cette époque qu'on forme la plus grande partie du lexique français. Et le 43% du lexique du français actuel dérive justement de cette nouvelle vague d'invention lexicale qu'on fait pendant la période du moyen français. Pourquoi ? Parce que quand on traduit des œuvres techniques, de certaine manière, ou qui dérivent d'un latin complexe, d'un latin classique complexe, on est obligé d'inventer certains mots qui n'existaient pas en français. Et donc, on les invente en essayant de respecter le plus possible la forme latine. Donc, il y a une invention lexicale énorme dans cette période. On a des effets aussi du point de vue de la syntaxe. Parce que, comme on imite le lexique et la graphie latine, on commence à imiter aussi la syntaxe latine, qui était une syntaxe assez complexe, riche en subordination. Si vous allez voir un texte pleinement médiéval français, il est très difficile de trouver une syntaxe hyper complexe. Vous avez peut-être des inversions des mots, des constructions particulières, mais pas des subordinations au deuxième ou troisième degré. Par contre, dans cette période du moyen français, on commence à redécouvrir le goût d'une construction hiérarchisée de la phrase avec de longues phrases subordonnées qui n'étaient pas habituelles dans la langue française classique. C'est aussi la période des grands rhétoriqueurs qui travaillent aussi énormément sur le lexique et on en parlera probablement la prochaine fois de manière plus approfondie. Pour l'instant, je me limite à vous dire cette nouveauté et à vous nommer un des représentants de ce mouvement des grands rhétoriqueurs qui est Octavien de Saint-Gelais. Oui. Mais du coup, si je comprends bien, étant donné qu'on part sur l'imitation du latin, pouvoir traduire, et que la syntaxe elle est compliquée en latin, ça mène à une introduction de la subordination de syntaxe en français. En français, oui. Ouais. Tout à fait. Alors, la syntaxe en réalité du latin était compliquée même pour les gens des siècles précédents. Mais tout simplement pour plusieurs raisons, y compris le fait que la langue de culture, le français, n'était pas encore considéré comme une langue de culture. Au contraire, était considéré comme une langue de communication. Et donc, il fallait être simple
D'où le fait que dans la plupart des textes littéraires en ancien français, on voit une syntaxe simple. À cette époque-là, par contre, l'imitation plus poussée du latin comporte la volonté d'élever le français à un niveau, de langue de culture. Et pour ce faire, on essaie d'imiter le latin aussi d'un point de vue syntaxique. En même temps, on constate aussi une évolution importante de la poésie lyrique. Poésie lyrique qui, devient de plus en plus, c'est l'aspect musical qui prend de plus en plus d'importance. Ce n'est pas pour rien que Guillaume de Machaut, qui est un des représentants les plus importants de ce courant lyrique de la période du moyen français, est aussi un grand musicien, l'inventeur de la polyphonie moderne. Donc c'est plutôt l'aspect musical qui prévaut. Mais il y a aussi, si vous voulez, une sorte de redécouverte nouvelle du rôle des auteurs, l'importance de l'auteur, mais ça on le verra peut-être la prochaine fois, ça sera, on va l'approfondir. Une chose que je voulais rappeler, que je ne vous ai pas dit, lorsque je parlais de Charles V et de son frère, le duc de Berry, pour souligner ce fait de l'importance accordée par ces deux personnages à la culture, aux bibliothèques, aux livres, c'est à cette époque qu'il se forme le noyau le plus important de la bibliothèque royale. La bibliothèque royale de France est fondée justement, la bibliothèque royale du Louvre, telle qu'on l'appelait. Le Louvre étant le palais royal, l'ancien palais royal français. La bibliothèque royale du Louvre est fondée en 1368, donc au début du règne de Charles V. C'est à ce moment-là qu'il se crée le premier grand noyau d'une bibliothèque royale qui deviendra ensuite la Bibliothèque nationale de France. Donc là, la bibliothèque royale du Louvre marque la naissance de cette importante bibliothèque qui deviendra dans les siècles la Bibliothèque nationale. Alors je regarde si j'ai oublié quelque chose parmi les choses que je voulais vous dire. Oui, alors, une chose importante, par exemple, à dire pour la lyrique, quand je vous disais, on souligne de plus en plus l'importance de l'auteur. L'auteur, qui au Moyen-Âge était au service d'un public, ici, commence à devenir une figure d'autorité plus importante. D'où le fait, par exemple, que c'est justement à cette époque qu'on commence à conserver les manuscrits autographes. On n'a pratiquement pas de manuscrits autographes avant le moyen français. Il y en a certains, mais ce ne sont pas des manuscrits littéraires. On a par exemple les manuscrits de la Summa Theologica de saint Thomas d'Aquin. Mais c'est autre chose, c'est un autre parcours. Du point de vue de la littérature, on n'a pas conservé d'autographe jusqu'au XIVe siècle. Un des premiers auteurs dont on a des manuscrits autographes, c'est justement Guillaume de Machaut, qui a vraiment bien travaillé la mise en page de ces textes et qui a très soigné aussi la production, sa production lyrique. Donc là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est à ce moment, et c'est une tendance qui a des correspondantes aussi en Europe. Par exemple, quand je vous disais l'influence de Pétrarque, de Boccace et des humanistes italiens, là aussi pour l'Italie, c'est avec Pétrarque et Boccace que les autographes commencent à être conservés. Avant Pétrarque et Boccace, en Italie, on n'a pas beaucoup de manuscrits autographes. Et c'est justement aussi dans cette période, c'est-à-dire en particulier à la fin du XVe siècle, que la langue de la cour de Paris commence à devenir un modèle de pureté en correspondance avec le fait que l'État français commence à devenir quelque chose de plus moderne avec une forte empreinte centralisée. Donc Paris
commence à devenir Paris. Si dans les siècles précédents, Paris était une ville plus ou moins comme les autres, et cela on le voit même du point de vue de l'influence linguistique, à partir de la fin du XVe siècle, les choses commencent à changer. En fait, la langue française, comme je vous disais, devient quelque chose qui est au service d'une nouvelle idée de nation. Pourquoi je vous ai mis là la date de 1490? Parce que c'est à cette époque qu'il y a une prononciation du Parlement de Paris. Le Parlement de Paris, ce n'est pas le Parlement comme on le considère aujourd'hui. C'est plutôt une cour de justice. Donc c'est là où se célèbrent les procès, où on fait... Mais le Parlement de Paris, en 1490, décide que tous les témoignages doivent être donnés et enregistrés en français. Tenez compte du fait que jusqu'à ce moment-là, le latin était toujours la langue principale. Donc, toutes les transcriptions de procès seront faites en français. Cela vous donne l'idée de l'importance qui commence à acquérir la langue française. Et cela correspond à la phase finale de la guerre des 100 ans, que, comme je vous avais dit dans les séances précédentes, constitue la première grande prise de conscience de la France en tant que nation, pour ainsi dire. De l'unité de la France en tant que nation. Allez, alors, on s'arrête là. Je vais juste vous dire, vous voulez une minute pour vous lire cette phrase de Nicole Orem dans l'introduction de sa traduction de la politique d'Aristote, qui montre justement qu'une unité nationale passe également à travers une unité linguistique. On commence à avoir cette conscience de l'importance d'une langue unitaire. Et donc, la division et diversité de langage répugnent à la conversation civile et à vivre de politie, c'est-à-dire à la vie politique, à la vie commune. Un homme est plus volontiers avec son chien qu'avec un homme de langue étrangère, ou qui parle une langue qu'on ne comprend pas. C'est pour dire que la vie commune, la politique commune, doit être réglée aussi par une langue commune. On commence à voir cette conception qui sera développée par la suite. Et pour finir, je vous montre une longue liste de néologismes qui sont introduits dans la langue française par Nicole Orem. Je ne fais pas de commentaires, je vous le laisse regarder même à la maison. Mais là, ce sont tous des mots nouveaux qui n'existaient pas en français et souvent qui ont une graphie latinisée. On y reviendra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si vous n'avez pas de questions.